Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'allocation d'actifs dans un monde un peu différent. Et nous en parlons avec Alain Bocobza, responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB, à mes côtés en plateau. Alain, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Je reprends, Alain, quelques-uns des titres de vos publication, donc vous pilotez le multi-asset portfolio, le portefeuille multi-actif modèle de Société Générale CIB, et donc il y a des rendez-vous importants. En septembre 2023 et en mars 2024, vous écriviez « Tous les chemins mènent aux États-Unis, toutes les routes mènent aux États-Unis ». On était dans le momentum parfait de l'exceptionnalisme américain. Septembre 2024 et février 2025, donc ça nous ramène à une période assez récente, vous commenciez à écrire, et vous écriviez par 2 fois déjà, craquellement dans l'exceptionnalisme américain, jusqu'en février 2025, et en mars 2025, vous êtes passé à la vitesse supérieure, si je puis dire, Alain, en décrétant que c'était le moment de la grande rotation. Et ce que vous appelez grande rotation, c'est voir des investisseurs sortir massivement des actifs américains ou d'une série d'actifs américains. Et la question étant, comment survivre à cette grande rotation? Déjà, qu'est-ce qui fonde cette nouvelle conviction chez vous, là, Alain? Alors, dans le message qu'on a donné courant mars, on a eu beaucoup de chance sur le timing, parce que c'était vraiment avant une accélération de toutes ces rotations et de marchés beaucoup plus volatiles. Comment survivre? Le message, j'espère, était clair en disant c'est dangereux. Le casting, comme la gouvernance des États-Unis d'Amérique, nous posait problème, et je pense qu'il n'y a pas qu'à nous. Et à la base, quand un grand pays vient à décaler sa gouvernance avec des thèses économiques qui restent à démontrer, je vais être gentil, comme quoi on essaie de nous démontrer que le protectionnisme peut avoir des vertus pour celui qui l'initie, nous on a du mal. Et on n'a pas l'air d'être les seuls. Donc ça revient comme un boomerang. Ils ont lancé un boomerang en disant on va tous, pas vous écraser, mais on va gagner une bataille, et ça leur revient comme un boomerang. Donc ça, la gouvernance et le casting des États-Unis nous posent problème. Donc c'est pas nécessairement quelque chose qui est à court terme, tant qu'on ne change pas la gouvernance et les objectifs de ce gouvernement. Ça peut prendre du temps. Et le deuxième message, c'était la rotation. Ouais. Le message de la rotation, il est beaucoup plus boursier, en se disant que dans ce plateau, vous avez reçu nombre de stratèges qui calculaient la part des grandes valeurs dans le total, avec des effets de concentration jusqu'à ce qu'il y ait 7 valeurs. Parfois, c'était plus qu'une seule valeur, et quelles que soient les localisations, il y avait des effets de concentration, notamment sur les valeurs américaines, les grandes tech américaines et les 7 magnifiques. Donc la grande rotation, c'est plutôt l'idée qu'il n'y en avait que pour le dollar, que pour les actions américaines, que les techs américaines, que le crédit américain. Tous les portefeuilles étaient concentrés aux États-Unis sur l'exceptionnalisme américain qui est terminé, point à la ligne. Et donc maintenant, il faut aller creuser pour voir comment on peut redistribuer ces portefeuilles, et ça va prendre du temps, c'est pas du jour au lendemain. C'est ça la grande rotation. On va y revenir, mais déjà, je précise, votre papier, votre recommandation a été écrite en mars, donc bien avant Liberation Day, l'histoire des tarifs, etc. Vous parlez des questions du casting et de la gouvernance qui déjà étaient des alertes significatives pour vous. Et puis il y a la question évidemment de ce que ça implique pour l'allocation. Et vous le répétez là à nouveau, c'est plus une question. C'est la fin de l'exceptionnalisme américain, point à la ligne. Il n'y a pas de point d'interrogation derrière cette phrase, Alain. Qu'est-ce qui a disparu qui vous fait dire qu'il n'y a plus d'exceptionnalisme américain? Dans l'exceptionnalisme américain, il y avait deux sous-menus. Il y avait un premier sous-menu qui consistait à observer que tous ceux qui avaient fait des prévisions d'entrée prochaine en récession aux États-Unis depuis 4 ans, 3 ans, finalement ils se sont rachetés en disant c'est robuste, ça reste robuste. Pour être honnête, pour le moment, l'économie réelle aux États-Unis reste robuste. Les créations d'emplois, tous les indicateurs coïncidents, par opposition aux enquêtes
Les soft indicators sont très mauvais, mais on demande aux gens qu'est-ce qui se passe dans votre tête et ils disent j'y comprends rien et je suis prudent. Mais l'économie réelle pour l'instant reste relativement robuste. Donc il y avait un aspect de cette comparaison de la robustesse de l'économie américaine dans la délivrance de croissance par rapport au fait qu'il y avait une croissance ni au Japon, ni en Chine, ni en Europe. Donc ça c'était une partie. Et donc là, si on inclut les décisions de relance qu'ils ont au Japon, les relances qui est en train de se muscler en Chine et le millier de milliards d'euros annoncés par l'Allemagne et tous les pays du nord de l'Europe, c'est pas comme si rien n'avait changé. Donc là, il y a de la relance et nous, on voit un profil en J sur la croissance européenne avec une accélération du PIB nominal. Donc là, il y a un rétrécissement de l'écart prévisionnel. Et d'autre part, donc dans l'exceptionnalisme, il y avait le fait que tous ceux qui n'avaient pas suffisamment d'exposition sur les actifs américains en dollars, donc non couverts sur le change, finalement avec des résultats de la performance des fonds investis médiocres ou mauvais. Et donc l'exceptionnalisme, c'était une hyper-concentration des portefeuilles, jusqu'à des concentrations qu'on n'a jamais vues dans l'histoire économique. Et donc dans la fin de l'exceptionnalisme, il y a ces deux variables. C'est surtout la réponse de politique économique qui m'intéresse à l'extérieur des États-Unis, qui vient donner un soutien à la conjoncture prévisionnelle, et la fin de l'exceptionnalisme en disant tous les acteurs qui étaient trop concentrés sur les actifs américains ont pris un gros bouillon là, très très gros bouillon. Les actifs européens, les actions européennes ont surperformé les actions américaines. Ça n'était pas arrivé depuis combien d'années? Pareil pour les actions chinoises qui ont bien performé. Donc c'est une nécessité de redistribuer, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc on va tous chercher le pourquoi et le comment. Il paraît qu'il y a des belles valeurs en Europe, il paraît qu'il y en a des belles en Chine, il paraît qu'il y en a des belles au Japon, il paraît qu'il y a des marchés obligataires sur lesquels il y a des rendements, et il paraît que l'euro est en train de monter, que le yen est en train de monter. Voilà, c'est plutôt la deuxième partie qui est plus, créative, en disant, bien sûr, allez, redécouvrons les le reste du monde. Redécouvrons le reste tout un territoire ou des territoires d'investissement à redécouvrir dans ce monde-là. Avant même les actions, Alain, la fin de l'exceptionnalisme américain, comme vous dites, point à la ligne, qu'est-ce que ça implique pour le dollar? Parce que là, et vous êtes bien placé pour le savoir, d'avoir une séquence sur quelques séances, sur une semaine, où tout chute, le dollar, les treasuries, les actions américaines, c'est assez rare. Et de voir encore une fois le dollar baisser sur 5 séances consécutives face à toutes les devises du monde, dans un moment de stress, d'incertitude maximale, c'était pas forcément intuitif. Dans les convictions qu'on a cherché à faire passer mi-mars, fondées donc sur le casting et la gouvernance qui ne nous plaisaient pas. Partant de ce qui se passe à Washington, on a baissé le poids des actifs risqués, le poids des actions américaines, des obligations privées, on a baissé le poids des matières premières, on a monté le cash, on est resté très pondéré sur le marché de l'or, on a acheté du yen, donc on avait une allocation. Et ce qui a défensive, quoi. Défensive, donc on a baissé le poids des actifs risqués, donc entre autres les actions et les matières premières, qui ont bien baissé depuis. Il y a un élément qui a choqué tous nos lecteurs, c'était le fait que dans un moment où on est risk-off, comme on dit, normalement le dollar monte. Et on avait en mars baissé le poids du dollar américain, et non pas que c'était du risk-off partout, mais c'était un risk-off sur les États-Unis. C'est-à-dire que le problème de gouvernance, il est aux États-Unis. Le problème du casting, est-ce que vraiment ils sont si pragmatiques que ça? Est-ce que la guerre commerciale, finalement, c'est du transactionnel, comme on l'a cru un trop long moment? Il y a du transactionnel, malheureusement, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'idéologie qui n'est pas prouvée par la science économique. Et ça peut faire peur. Sur le déroulé, même pour la suite. Et donc, finalement, c'est la prime de risque qu'on met sur les actifs américains. Tous les actifs américains ont baissé, le dollar a baissé, les actions ont baissé, celles qui étaient les plus chères ont baissé plus que les autres. Les obligations privées ont vu le rendement monter, donc perte en capital, etc., etc. Donc c'est vraiment une problématique de gouvernance, celle qu'on a pu qu'on est. Donc, et c'est pour ça que c'est un moment assez spécial dans l'histoire économique de voir la prime de risque sur les actions devenir à l'encontre des actifs américains. C'est rarissime comme événement.
C'est la grande rotation. Ouais, c'est ça. Et quand vous dites grande rotation, c'est aussi, il y a une perspective de durabilité. C'est pas un call tactique. Maintenant que le marché américain a un peu baissé, on peut y revenir. C'est pas ça l'idée, Alain. Alors, vu le niveau de concentration et de détention maximale qu'on a atteint sur ces actifs américains, on n'est pas à la fin de l'histoire, là, après une semaine de baisse. Je suis plus confortable dans les deux sous-menus qu'on avait tout à l'heure sur la fin de l'exceptionnel américain, sur le fait qu'on a commencé la redistribution des portefeuilles pour voir où est-ce qu'il existe des territoires d'investissement positifs. C'est pas simplement je fais de l'arbitrage contre ce que j'avais, c'est si j'achète un actif dans mon portefeuille, j'ai besoin d'avoir des outils d'évaluation pas trop chers et des momentum qui font que le flux d'informations va être positif. C'est pas que contre, il faut qu'il y ait des arguments pour, sinon c'est pas durable. Donc je suis plus confortable sur la redistribution des portefeuilles pour faire notre métier de gestion de portefeuille, que ce soit pour un particulier ou un institutionnel, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc c'est la redistribution qui dit son nom. Ça, c'est la fin de l'exceptionnalisme américain dans la gestion d'actifs. Certains, aux États-Unis notamment, ont fait des appels à l'entrée immédiate en récession de l'économie américaine. Pour nous, c'est prématuré. Donc il y a plutôt des appels positifs sur le soutien à la conjoncture par des plans fiscaux dans les pays qui ont les moyens de le faire au nord de l'Europe, qui vont dans cette direction, donc qui ravivent un peu les espoirs de démarrage de la croissance en Europe, soutenu par la puissance publique quand elle en a les moyens. Donc c'est pas en France, c'est pas en Italie, c'est pas dans les pays du Sud, mais c'est pas grave. L'Europe redécolle. Voilà. Oui, c'est des choix positifs de réallocation, effectivement. Beaucoup de questions. Alors, sur le dollar, effectivement, on en a parlé. Sur les treasuries américains, la dette souveraine américaine, alors, qui a baissé conjointement avec le dollar au cours de cette semaine écoulée. Est-ce qu'il y a un problème de fonctionnement, là, déjà, technique sur le marché des treasuries américains, ou est-ce qu'on est simplement dans une phase de deleveraging un peu forcé qui casse peut-être un peu les corrélations? Parce que là aussi, moment de stress, dette souveraine américaine, ça a été vu à travers de grandes crises financières, baisse du AAA, etc., comme des actifs refuges. Le jour où les États-Unis se font dégrader du AAA, le 10 ans américain baisse. Alors, il y a à la fois des éléments fondamentaux et techniques qui peuvent expliquer le retracement qu'on a fait, donc une augmentation des taux de financement de l'État américain. On parle souvent d'un putsch de la Réserve fédérale, c'est-à-dire d'une banque centrale qui peut assouplir quand il y a des grandes crises de la volatilité. Souvent, les banques centrales sont là pour mettre un petit peu, calmer le jeu par les baisses de taux. Le président de la Réserve fédérale américaine est on ne peut plus clair sur le fait que des mesures protectionnistes par les tarifs vont être inflationnistes à très court terme, sans doute d'ici l'été aux États-Unis. Tous les grands groupes qui exportent aux États-Unis ont affiché une politique extrêmement claire, ils vont monter les tarifs. Donc l'inflation, elle va monter dans un contexte d'augmentation à court terme de l'inflation, même si il existe un risque conjoncturel aux États-Unis, la Fed ne peut pas bouger. Donc là, on a à court terme, d'ici l'été, disons, on a très peu ou pas de protection de la Réserve fédérale américaine. Il y a des débats là-dessus, nous on est très clair là-dessus. Donc ça explique aussi, ça fait fondamentalement, techniquement, il y a aussi dans cette guerre commerciale, l'administration américaine s'est attaquée à des États souverains qui sont très gros détenteurs de trésorerie, dont la Chine, dont le Japon. Et peut-être que ils ont balancé un peu. Donc ça fait partie des outils en disant faites attention, vous ne tenez pas la barbichette, mais nous aussi on vous tient. Donc là il y a des enjeux géopolitiques. Tout ce qu'on fait de plus en plus est géopolitique, et les enjeux de détention par les étrangers de la dette souveraine américaine sont en jeu. Mais les treasuries restent un actif américain en dollars qui est intéressant toujours dans la construction de portefeuille. Je pense que les taux finiront par baisser quand la Fed interviendra en baissant ses taux, mais ce n'est pas tout de suite. C'est plutôt une question de timing, en disant à partir de quand on active ça. Pour l'instant, on assiste plutôt à de la volatilité. Et quand on traite les marchés, la volatilité, il faut faire très attention à son timing d'intervention, parce que ça veut dire qu'on a du mal à court terme à expliquer les variations, parce que c'est volatile. Mais tendanciellement, cette économie américaine devrait ralentir et ça devrait à un moment donné permettre à la Réserve fédérale de baisser ses taux, ce qui sera un facteur vertueux pour les obligations d'État américaines. Merci beaucoup Alain. Merci d'être venu nous expliquer comment survivre à la grande rotation. Alain Bocobza, responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.
Smart Bourse vous a été présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.